Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 5 mai 2025. Voici le titre de notre actualité d'aujourd'hui. Donc, nous allons commenter sur l'interview de Martin Fayulu, aussi l'arrivée de l'ancien président Obasanjo, donc de Nigeria, à Kinshasa. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Msisahau kulike na kusubscribe ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc, ce sujet, nous avons deux sujets à développer. Je crois que nous n'allons pas beaucoup traîner sur ces deux sujets, mais c'est juste un petit commentaire sur ce qui sont, ou bien sur ce qui est en train de toujours passer dans la République à démocratiser du Congo. La fois passée, on nous avait dit, ou bien la fois passée, on avait attendu que le président, l'ancien président nigérien était à Kinshasa. Tout d'abord, avant de partir à Kinshasa, était en Afrique du Sud, où il s'est vu, ou bien s'est rencontré avec Mbusa Nyamwisi, qui est soi-disant aussi politicien congolais. Il s'est vu aussi avec Joseph Kabila, l'ancien président congolais. Et après, il était parti juste pour voir le président Félix Tshisekedi. Et donc, quand j'avais attendu ça, je me suis dit, est-ce qu'on est dans un pays ou bien on est dans une organisation, donc, ou bien dans une société peut-être économique, ou bien on est dans une... Bon, je n'ai pas eu même les termes donc, de pouvoir expliquer, ou bien de pouvoir penser sur ça, ou même analyser. Pourquoi? C'est parce que je me suis seulement rappelé ce que disait Frantz Fanon. Fanon disait ainsi, vous savez que la violence, la solution de la violence, c'est toujours la violence, d'après Fanon. Et il disait encore, pour se décoloniser, c'était juste un processus, ou bien c'est un phénomène, donc des processus qu'un peuple, ou bien un leader politique doit prendre, ou bien doit faire pour se décoloniser. Et je me rappelle encore, les mêmes Fanon, ils avaient dit que donc, la violence amène de respect. Donc, si vous êtes opprimé, ou bien si vous êtes exploité par quelqu'un, dès que vous vous révoltez, à partir de ces révoltes-là, à partir de cette violence-là, donc, les maîtres qui sont en train de vous oppresser, ils parviennent à vous respecter. C'est ce que disait Fanon. Alors je me suis dit, quand j'ai entendu les journalistes et les médias congolais parler donc, de l'arrivée de Obasanjo, c'est pas moi, il a vu Joseph Kabila, il a vu Mbusa Nyamwisi, puis il était parti dire à Félix Tshisekedi, c'est pas moi que non, il faut qu'il y ait les dialogues, c'est pas moi, il faut qu'on fasse ceci, sinon quand même la messe est dite, peut-être on va vous faire tel qu'on avait fait les autres, peut-être donc la récréation est finie. Ah, je me suis dit, tiens, nous sommes dans un pays vraiment où il y a des... Pas même, c'est comme si nous sommes un pays des idiots, ou bien des incompétents, ou bien... Et tout ce que vous voulez. Pourquoi? C'est puisque je connais bien que la politique dont nos soi-disant leaders font, ce n'est pas une politique. C'est quelque chose qui ressemble à la politique, mais vraiment, ce n'est pas la politique. Et surtout les partis au pouvoir. Et je me demande souvent, qu'est-ce que les soi-disant conseillers politiques du président font? Il faut quoi? Vous savez que dans tout régime, dans toutes sortes de gouvernements, avant l'arrivée de ces régimes, avant l'arrivée de ces gouvernements-là, aux affaires de l'État, il organise toujours son opposition. Il a fallu aussi les conseillers politiques de Félix Tshisekedi qui lui disent ça, avant même de commencer à travailler. Après avoir été investis, les premiers jours dans les bureaux, dès qu'ils étaient nommés comme conseillers, c'est pas moi spécial, ou bien comme conseiller en matière de politique. Donc, il a fallu conseiller, il a fallu dire au président que, messieurs, donc, tellement que nous allons gérer les affaires de l'État, il nous faut avoir notre classe, notre opposition, notre classe politique.
dont on va travailler avec. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait la politique. Dans les pays normaux, dans les pays où on fait quand même la politique normale, vous verrez qu'il y a toujours l'opposition qui semble être auprès du pouvoir, qui semble être peut-être, non, qui semble être contre le pouvoir, en même temps, elle est auprès du pouvoir. C'est comme ça que ça s'est fait. Cette opposition a seulement un rôle, c'est juste pour défendre ce que le pouvoir n'est pas content avec. Par exemple, comme un monsieur qui a quitté le Nigeria, ce n'est pas moi qui l'avais envoyé, on l'avait vu encore à Washington, on l'avait vu, ce n'est pas moi encore où, à Doha, venir donner les injections à un gouvernement, disons, souverain, à un pays souverain, à un régime élu démocratiquement, disons ça comme ça, quel que soit, il y a eu c'est pas moi, des tricages et consorts. Mais il a fallu qu'il y ait quand même une opposition qui va se fâcher contre lui. C'est comme ça que ça s'est fait ailleurs. Tel qu'on avait dit en Afrique du Sud, quand il y a eu la condamnation des Russes contre la guerre à l'Ukraine, il y a l'opposition qui était venue, donc en état radical, tout en condamnant l'Ukraine. Mais il y a aussi le gouvernement qui n'a rien dit, à part peut-être donner l'idée sur le dialogue ou la négociation. C'est tout, c'est comme ça que la politique s'est faite. Mais chez nous, on ne sait pas. Donc chez nous, on ne comprend rien, on ne sait pas si. Donc chez nous, c'est comme si même on ne comprend pas. Chez nous, c'est comme si les partis au pouvoir jouent des rôles. Donc, dans un premier temps, il joue le rôle du pouvoir, et deuxième cas, il joue le rôle de l'opposition. Et peut-être c'est pourquoi, donc, les résultats dont nous sommes en train de voir est ainsi. Et peut-être c'est pourquoi on ne voit rien comme développement. Parce que c'est comme si une équipe de football, donc vous jouez avec votre adversaire, vous-même vous êtes l'arbitre, vous faites l'arbitrage, en même temps, vous êtes joueur. Et le résultat sera comment? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, ce sujet ici m'amène sur le deuxième sujet, quand j'ai attendu ce que Martin Fayoul disait sur, je crois, France 24. Ce n'est pas France, c'est TV5 Monde. Et avant peut-être de commenter sur ça, Tolandanano, qu'est-ce qu'il disait? Tout ce qui est quoi qu'il en. Bonsoir. Je n'ai pas été un candidat malheureux. J'ai gagné, mais M. Kabila et M. Nanga ont décidé autrement. Ils ont fabriqué des chiffres pour mettre Félix Tshisekedi. Je corrige cela. Absolument, c'est votre droit. Alors, rentrons dans cette conversation, si vous voulez bien. Pour la première fois depuis le début de cette crise dans l'Est, la crise récente, je parle de 2025, donc de janvier, vous signez une déclaration commune avec Moïse Katumbi, Délicé Sanga et Joseph Kabila, votre ancien adversaire, vous venez de le mentionner. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui alors que tout vous opposait hier? C'est les Congos, c'est les pays, c'est la paix au Congo, c'est la sécurité au Congo, c'est l'envie, le besoin pressant d'arrêter des tueries, des massacres des Congolais. Et c'est ça qui me fait signer avec Joseph Kabila, Délicé Sanga, Moïse Katumbi. Et demain, je pourrais signer avec Félix Tshisekedi s'il décide que nous nous mettons ensemble pour discuter, parler de la vérité, se réconcilier et à mettre en place la cohésion nationale au Congo. Vous appelez à un dialogue national, vous parlez de causes internes de la crise, comme la mauvaise gouvernance ou la restriction, je signe à la restriction des libertés. Est-ce une manière de dire que le gouvernement congolais porte une part de responsabilité dans l'enlisement de cette crise dans Une grande part de responsabilité. Un gouvernement, s'il est mis en place, c'est pour résoudre le problème du pays. Mais si le gouvernement s'occupe à enrichir ses membres, à enrichir le membre des familles, ce n'est pas un gouvernement. Si un gouvernement ne s'occupe pas de la sécurité de son peuple, de l'intégrité territoriale, ce n'est pas un gouvernement. Néanmoins, est-ce que vous avez été approché pour entrer dans un gouvernement d'union nationale si c'était proposé? Et si c'était proposé, est-ce que vous accepteriez? Non, je n'ai pas été
je dois être clair, on m'a sollicité pour rencontrer M. Kolongele et Bérande, c'est lui qui consultait les gens pour ces gouvernements d'union nationale. Je dis que non, je ne pouvais pas accepter parce que je souhaite que les évêques catholiques et les pasteurs protestants réunis ensemble et dans leur idée, initiative des pactes sociaux pour la paix et le bien vivre ensemble. Et donc, je souhaite que ces pactes, cette réunion ait lieu pour que nous puissions parler des problèmes du pays. Le président Tshisekedi, de son côté, affirme vouloir mettre fin à la guerre avec l'appui des États-Unis et du Qatar. Vous parlez-vous de négociations opaques avec le Rwanda et la présence de forces étrangères sur le sol congolais? Que savez-vous exactement des accords en cours et que redoutez-vous exactement? On ne sait pas grand-chose, si ce n'est la déclaration des principes que nous avons vus. Et ce que nous nous disons, c'est très clair. Toute initiative tendant à amener la paix, la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs, nous sommes d'accord. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a Doha, il y a les évêques catholiques et protestants, les pasteurs protestants, il y a l'Union africaine et il y a Washington. Mais est-ce que ces initiatives ne peuvent pas se fondre en une avec tout le monde ensemble pour, sous la facilitation, le leadership des évêques et des pasteurs congolais pour qu'on trouve la solution? Kinshasa accuse de son côté Joseph Kabila d'être lié à l'Alliance Fleuve Congo, la plateforme dont fait partie le M23. Vous, Martin Fayulu, vous vous engagez aux côtés de lui dans ce communiqué. N'y a-t-il pas là une contradiction? Est-ce que vous cautionnez tout simplement ce qu'on lui reproche? Mais je n'en sais rien. Kinshasa, en tout cas, vous voulez parler de monsieur Félix Tshisekedi. Ils se connaissent bien, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils ont signé des accords. Parlons de leurs accords d'abord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Ce n'est pas Tartampion ou Fayulu, Tshisekedi, Kabila, Katumbi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour parler des problèmes du Congo et trouver des solutions durables? Les évêques, qui sont des autorités morales, des autorités spirituelles, ils ont dit, mettez-vous ensemble. Si eux, ils le disent, vous voulez que moi, je me soustrais pour... Il y a Martin Fayulu ici dont on pose certaines questions. Mais la manière dont il répond ces questions... je crois que, je ne dirais pas peut-être le pays, mais je crois qu'il nous faut quand même attaquer jeunes ou bien attaquer la jeunesse actuelle du Congo. Il fallait qu'ils puissent se réveiller. Sinon, ces pays risquent de disparaître. Donc, j'avais fait l'émission la fois passée. J'avais commenté un peu sur Martin Fayulu. Il y a Martin Fayulu qui nous dit aujourd'hui que non, lui, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Sesanga, ils ont fait une déclaration tout en demandant le dialogue national. Donc, il faut sembler comme si les problèmes, donc ce que nous sommes en train de traverser, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ou bien disons cette théorie dont on est en train d'observer en aire de Congo, comme si c'est une crise qui est congolaise. Tout en oubliant que les Kabila dont on nous dit aujourd'hui, Kabila devrait être peut-être dans la prison. Kabila ne devrait pas exercer vraiment ses activités politiques en République démocratique du Congo actuellement. Et s'il pourra faire ça, peut-être il faudrait tout d'abord qu'il nous convienne avec les rapports mapping. On leur demande, monsieur, vous avez géré le pays pendant 18 ans. Et ces 18 ans, voilà le nombre de morts. Nous avions au moins 12 millions de morts. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est un peu ça. Mais Martin Fayulu donc croyait que peut-être a été élu, quel que soit, c'est pas moi, son résultat a été volé. Faire une coalition avec Kabila, ça me fait regretter. Mais c'est juste, c'est pour le protéger. Donc Kabila aujourd'hui, il vient, c'est-à-dire d'après Martin Fayulu, Kabila aujourd'hui, c'est un opposant et il est saint, d'après lui. Et si il est saint,
tout ce que nous sommes en train de voir là, l'héritage dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ou dont nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui nous avons laissé ça. Voilà les politiciens congolais. Voilà les leaders congolais, comment ils parviennent à se salir eux-mêmes. Ça, comme s'ils ne pensent pas, comme si... Donc, ils ne comprennent pas, comme s'ils nous prennent, ou bien ils nous considèrent comme des idiots. Ce sont les idiots qui ne peuvent pas penser. Mais nous, en tant que nation, quand même, nous avons à se demander pourquoi ça? Pourquoi nous sommes en train de traverser ça? Et malheureusement, c'est ça le policier congolais. Mais il demande le dialogue national. Donc quand on va dialoguer, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on va dialoguer? Est-ce qu'il demande le dialogue juste pour que les M23 soient bénéficiaires? Je ne sais pas. Mais je crois que si Martin Fayulu était malin, non, il pourra quand même prendre un peu de la distance avec Joseph Kabila. Parce qu'il y a quelque chose dont les Congolais ne peuvent pas oublier. Ou bien, si ce que Félix avait dit est vrai, si ce que Jean-Pierre Bemba disait est vrai, alors je doute beaucoup plus, ou bien je doute fort. Là-dessus, je n'allais pas commenter beaucoup, mais il y a un président qui exerce les fonctions du pays, qui nous a confirmé que c'est ce monsieur qui a créé la rébellion, qui vient de tuer encore 9000 Congolais. Mais nous avons soi-disant un opposant, nous avons soi-disant celui qui a gagné les élections, qui fait la coalition avec un tel monsieur. Et donc, si vous faites la coalition avec un tel monsieur, c'est-à-dire que aussi vous faites aussi part de la rébellion, dans le sens indirect. Pour ne pas dire qu'un je l'ai accusé, dans le sens indirect. Parce que, pratiquement, oui, et théoriquement, pour moi, c'est impossible de voir un messie dont on appelle que celui-ci c'est un saint. Donc, c'est comme si on a donné à Satan la Bible, ou bien c'est comme si Satan est parti participer à la messe. Je ne parle pas des chrétiens, ou bien je ne dirais pas peut-être... Je n'ai pas même le terme, comment expliquer ça? Ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, dans tel pays, avec de tels politiciens, c'est toujours ça. Et ce n'est pas lui-même, il y a ce que aussi j'ai attendu. Il y a un monsieur qui était sur le Top Congo. On lui a posé des questions. Il faut attendre, ou il faut écouter ce que ces politiciens disaient. Et d'ailleurs, avant même de parler sur ce qu'il disait, Tolandanan, écoutez ce qu'il disait. Donc le Rwanda gagnerait l'accès à nos ressources, nous gagnerions la protection des pays voisins et l'assurance qu'il n'y aura plus de guerre et qu'on pourra profiter de leurs expertises pour exploiter nos richesses. Non. Accord de coopération gagnant-gagnant avec le Rwanda, certains diront dans l'opinion publique, le Rwanda ne produit pas de coltan, pourquoi est-ce qu'on le fait avec eux? Le Rwanda ne produit pas telle et telle chose. Et pire, le Congo produit des denrées, des choses listées dans cet accord qu'il pourrait lui-même organiser sur son territoire. Pourquoi cet accord? Pour faire comme ce que demandait le président français Sarkozy quand il s'est adressé devant le Parlement réuni en congrès, partager les richesses du Congo? Ça ne me gêne pas, parce que le Rwanda, c'est un voisin naturel. Et ils vont demeurer toujours le voisin naturel. Alors, un voisin naturel qui n'a pas les coltons, un voisin naturel qui n'a pas l'or, mais un voisin qui a une organisation. Pourquoi ne pas ouvrir le marché pour transacter avec ses voisins? Parce que beaucoup de nos compatriotes transactent avec le Rwanda, qui est le pays voisin. Pourquoi ne pas plutôt organiser ces exploitations chez nous?
la guerre qu'on nous a imposée depuis de nombreuses années serait la guerre de l'exploitation commune par certains pays des richesses du Congo. Ceux qui nous faisaient la guerre hier ont donc gagné aujourd'hui le droit d'exploiter comme nous les richesses congolaises. Je disais que, en toute honnêteté, je n'étais pas impliqué dans le projet, mais j'essaie de comprendre. Il y a des pesanteurs sur le plan politique qui valent plus que la conception sur le plan économique. Ça peut se comprendre s'il faut le calme, éradiquer, je dirais, le conflit, l'insécurité dans l'Est, pour que les Rwandais étant proches de chez nous, plutôt que je suis en train de réfléchir à haute voix, d'exploiter certaines de nos ressources, mais ça ne dit pas qu'on les donne au Rwanda, c'est un partenariat. Il y a autre chose quand on vient parler ici. Vraiment, ils ne font plus peut-être qu'on explique, ou bien qu'on dessine, ou bien qu'on cherche des médias à 14 heures. Et c'est pourquoi peut-être vous m'avez même poussé de commencer à parler un petit français, même si je ne maîtrise pas le français là. Tout d'abord, ce n'est pas ma langue, mais il fallait quand même que je me débrouille un peu. Il y a le monsieur dont lui demande comment on peut, comment on peut exploiter comment on peut exploiter les minéraux congolais avec les Rwandais, alors que les Rwandais n'ont pas de minéraux. Et qu'est-ce que nous, attaque pays, attaque nation, attaque congolais, qu'est-ce que nous, on va bénéficier donc du Rwanda? Est-ce que ce n'est pas vraiment un trafic d'une seule direction? Vous avez entendu ce que le monsieur dit. Il vous dit que non, vous savez que nous avons un voisin, mais personne n'a refusé que nous avons un voisin. Nous avons beaucoup de voisins. Si c'est donc votre pensée, alors, s'il fallait travailler avec tous les voisins, s'il s'agissait de question de voisins, donc nous avons 9 voisins, il fallait alors travailler avec les 9 voisins. Et pourquoi seulement c'est un seul voisin qui s'ingère dans les affaires du Congo? Et pourquoi vendre sa richesse à cause des messieurs qui nous causent la guerre, à cause des messieurs qui nous tuent déjà des milliers de gens? Est-ce que... Bon, je crois que la politique, c'est normal. Est-ce que... Donc, la politique, d'après vous, on vous avait dit quand quelqu'un veut faire une coopération, disons, bilatérale, économique et consort, parce que normalement, c'est ça, c'est ça la politique des libéraux. Est-ce qu'il faut qu'ils vous fassent de la guerre en fait qu'ils puissent coopérer avec vous? Ou bien, donc, la politique libérale est juste, c'est une politique qui se fait, c'est juste une politique qui se fait par la coopération, à travers la coopération, mais une coopération là un peu démocratique, une coopération là qui fait avec la paix. Qui vous avait dit que, comme les Rwandais ont besoin de coopérer avec les Congos, comme les Rwandais ne peuvent pas vivre avec ça, les Congos, il faut qu'ils viennent nous faire de la guerre pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est ça la politique dont vous avez appris, vous les autres. Et si vous avez appris cette politique, et maintenant, vous attaquez les policiers, quel est votre rôle? Parce que dans ce cas ici, si vous permettez ces gens ici de coopérer avec eux, et donc ils vous ont imposé la coopération, alors vous attaquez les policiers congolais, vous n'avez pas à nous dire attaquer le peuple. Donc vous êtes absolument incompétent, vous êtes rien. Donc, vous êtes fumeur même de chambre. Parce que vous n'êtes pas à mesure donc, de faire une bonne politique qui doit protéger l'intérêt du pays, qui va protéger l'intérêt national de votre pays. Ne venez pas nous dire que non, voilà, nous sommes politiciens, c'est pas moi, je suis député, je suis ministre, c'est pas moi, je suis bourgmestre, c'est pas moi, je suis gouverneur. Alors, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites pour nous en tant que peuple, qu'est-ce que vous faites pour ce pays-là? Quand un petit monsieur il vient avec des armes, il tue, et il rentre, il tue et il prend les minéraux et vous l'accordez même la chance de prendre ces minéraux-là dans la paix. Alors, vous, en tant que politicien, quel est votre rôle dont vous êtes en train de jouer? Vous faites quoi pour ça? Je crois que c'est ça être politicien. Être politicien, normalement, c'est éviter tout ça. Être politicien, c'est juste organiser. Vous savez pourquoi on organise l'armée? L'armée est organisée, c'est juste pour éviter ça. Donc, vous n'êtes pas en mesure de défendre l'intérêt national, vous n'êtes pas en mesure de défendre l'intégrité territoriale. Donc, vous êtes là juste pour piller de l'argent et mentir aux gens que non, vous êtes politiciens, mais qui ne font absolument. Donc, being on top, doing nothing.
C'est ce que vous êtes en train de nous montrer. Et c'est ça, ça choque un peu plus. Quand un monsieur quitte le Nigeria, il vient donner les injonctions à votre président. Quand un monsieur, soi-disant voisin, il vient avec des armes, il tue votre citoyen, et vous êtes là, non, ils sont la nation, ils sont organisés. Qu'est-ce que vous avez stoppé de ne pas aussi s'organiser? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc, si ceci est le cas, je crois qu'en tant que jeunesse, nous avons encore à faire. Et on va changer. Nous sommes au XXIe siècle, donc, voir de telles politiques, voir de tels leaders, de tels politiciens, dans le XXIe siècle, je crois que, bon, c'est être aussi des idiots. Alors, on ne peut pas vous accompagner dans cette imbécilité. On ne peut plus accepter de travailler avec ces politiciens de 1958. Il faut qu'il y ait quand même une génération qui va se battre, qui va lutter, tel que disait Lumumba, pour changer les choses, puisque vous ne voulez pas changer. Donc, vous êtes trop colonisés. Il y a ce que Frantz Fanon disait, une peau noire avec un masque blanc. C'est ça ce que vous êtes. Je vous remercie.